Invitée de ce journal, Marie Pelletier, vous êtes historienne, chercheuse à l'Institut supérieur de pédagogie de Bruxelles. Vous venez de faire paraître au petit matin l'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée. Avant de parler de la narration du conflit syrien par les régimes de Damas et de Moscou, un mot sur ce complotisme, ou sur ce retour du complotisme en fait, car c'est une vieille méthode d'extrême droite que l'on a particulièrement connue au XIXe siècle en Russie, avec par exemple le faux antisémite sur les protocoles des sages de Sion. C'est pas nouveau donc tout ça. Non, c'est intimement lié à l'histoire de l'antisémitisme en fait. Les origines, en tout cas sous la forme structurée des origines des théories du complot, se situent à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. Et puis effectivement, elles se sont répandues à travers tout le XIXe, et puis ont trouvé un point de cristallisation au moment de ces fameux protocoles des sages de Sion, qui sont un faux antisémite commandé par le tsar pour discréditer ses opposants à la jonction entre le XIXe et le XXe siècle. Et en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que depuis le 11 septembre 2001, il y a de nouveau un imaginaire qui est propice en fait à la diffusion de ces théories. Et les théories du complot contemporaines ne font rien d'autre que recycler les vieilles théories du XIXe siècle et les mettre au goût du jour en surfant sur des problèmes sociopolitiques contemporains en fait. Pourquoi le 11 septembre a été vraiment l'élément déclencheur dans ce retour du complotisme ? Alors il a été à plusieurs égards. D'abord ça a été un choc immense dans l'opinion publique qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment l'impression que la guerre pouvait revenir. Et puis ça a auguré aussi ce que j'appelle l'ère du désaveu, c'est-à-dire que ça a justifié toute une série de politiques à l'international, on pense notamment à l'intervention en Irak, puis toute une série de politiques aussi en interne, les politiques sécuritaires, qui ont mis au banc certaines composantes de la société. Et ça a créé un terreau d'exclusion sur lequel les théories du complot prospèrent. Pour vous interroger également, Éric Chavroux, chef du service multimédia de France Culture. Bonjour, vous écrivez notamment que les complotistes sont désormais les maîtres du buzz et que l'ère numérique a fondamentalement transformé le rapport au savoir et à la mémoire. Comment, en fait, selon vos observations ? Les complotistes, ou ceux que j'appelle les idéologues du complot, c'est-à-dire ceux qui répandent les théories du complot, ont compris bien avant beaucoup de gens que effectivement le web, et notamment le format image et le format vidéo, était le format du futur en quelque sorte. Et c'est-à-dire qu'ils ont vraiment privilégié ce type de format pour répandre en fait un type de pensée binaire, clivante, qui fonctionne particulièrement bien justement dans l'imaginaire actuel, où on est quand même depuis le 11 septembre dans un climat de scénarisation et de polarisation. Et donc c'est essentiellement en privilégiant ce format, et puis aussi en ciblant justement ce qui dans le débat public est susceptible de faire buzz, c'est-à-dire les personnages symboliques, les événements symboliques, et notamment Charlie Hebdo par exemple, pour prendre l'exemple qu'on connaît tous, c'est un facteur excessivement clivant dans le débat public. Eh bien, typiquement, c'est quelque chose que les complotistes vont énormément utiliser pour répandre leur propagande. Est-ce qu'il y a un moyen de parer ça, finalement ? Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que de toute façon, ils ont envahi le web. Et maintenant, notamment chez les adolescents, c'est vraiment massif comme phénomène. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir aux pratiques sur le net. Bon, certains commencent déjà à le faire, évidemment. Mais je pense notamment qu'on va devoir réfléchir au rôle par exemple, Facebook ou de Twitter, comment ils gèrent ces paroles-là, qui sont quand même des paroles de haine, qui sont quand même des paroles qui propagent l'antisémitisme, le racisme et une vision ultra polarisante de la vie en société. Alors justement, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est allé jusqu'en Californie pour les secouer, ces fameux réseaux sociaux américains. Puis là, on a appris pas plus tard qu'hier que Twitter travaillerait une sorte de filtre sur certains mots, y compris des mots-clés qui apparaîtraient dans le fil de son compte Twitter. Vous en pensez quoi ? Ça serait mieux vaut tard que jamais, ce serait enfin un réveil salutaire ? Je pense qu'il est temps, en effet, il est temps qu'on en prenne conscience, parce qu'en fait, ça a vraiment, le fait qu'on n'ait pas surveillé ou qu'on ne s'en soit pas préoccupé, a permis quand même de diffuser des discours d'extrême droite à large échelle. Et donc, je trouve ça plutôt encourageant de voir qu'on commence à prendre des mesures ou qu'on commence à mettre en place des dispositifs. Il faut savoir que, par exemple, pour le moment, sur Facebook, quand on signale une page qui tient des propos négationnistes ou antisémites, systématiquement, ils disent que cela ne contrevient pas à leurs règles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit poser question. Donc effectivement, c'est plutôt des signes positifs. Si l'on en revient à la Russie actuellement, sur toutes les chaînes de télévision contrôlées par le pouvoir, de toute façon elles sont toutes contrôlées par le pouvoir, et dans les médias russes, on voit la thèse de la Troisième Guerre mondiale qui est très proche, suite à une agressivité militaire occidentale.
Et ce thème est décliné tous les jours dans les médias russes. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est à la fois relativement nouveau et en même temps c'est massif. C'est un nouvel objet narratif qui est arrivé depuis quelques semaines ou quelques mois. Ça rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la question syrienne. Il s'agit en fait plutôt que d'être perçu comme une menace, de présenter le camp occidental comme la menace pour la paix mondiale. Et donc, ça marche particulièrement bien parce qu'il y a actuellement dans le débat public un fond d'anxiété très grand au niveau citoyen. Je pense que justement on doit comprendre que ces théories du complot notamment, elles ont participé d'une espèce d'anxiété généralisée, un manque de confiance, une rupture de confiance, l'impression que ce que les complotistes appellent notamment le système n'est plus fiable, n'est plus digne de confiance. Et donc, ce type de discours de propagande, notamment avec cet objet de la Troisième Guerre mondiale, ça peut particulièrement bien marcher sur ce terreau-là. Et donc, on doit vraiment déconstruire ce discours et revenir aussi aux faits. Parce que le grand problème de la propagande, c'est d'évacuer les faits pour offrir un récit qui est en fait une reconstruction narrative qui n'a plus grand-chose à voir avec le réel. Le régime syrien emploie les mêmes méthodes que la Russie en matière de propagande? Ils ont effectivement un travail de concert. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont tout à fait similaires. Notamment, une des choses qu'ils ont beaucoup utilisées, qu'ils utilisent beaucoup tous les deux, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. C'est-à-dire de privilégier exclusivement une lecture géopolitique des conflits internationaux en disant, en quelque sorte, la seule chose dont il faut se préoccuper, ce sont les intérêts cachés des grandes puissances. Sous-entendu, les intérêts cachés en fait des États-Unis. Et d'évacuer comme ça la lecture politique des conflits, on l'a vu particulièrement en Syrie, les civils syriens ont été totalement évincés de la narration et presque personne ne se pose la question de quel est leur désir politique à l'heure actuelle. Une dernière question d'Éric Chavon. Face à ces phénomènes, donc je parlais de Bernard Cazeneuve tout à l'heure, le gouvernement est monté au créneau. Il y a eu aussi Najat Vallaud-Belkacem. Il y a eu même un hashtag face au complotisme, une vidéo qui a été publiée sur un site dédié, ontemanipule.fr. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que finalement, pour juguler tout ça, il faudrait aller aux racines et presque donner des cours aux enfants à l'école sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on les appréhende? Alors c'est évident qu'il y a un enjeu très important au niveau de la formation des enseignants. Je vais beaucoup dans les écoles et les enseignants sont vraiment désarmés, demandent d'être outillés. Et donc ça, il y a à répondre à ça. Mais en même temps, j'en parle beaucoup dans le bouquin parce que ça me semble très important. Je pense qu'on doit sortir d'une posture d'injonction et d'une posture aussi de mépris par rapport au complotisme. Le problème de ces initiatives, par exemple ce hashtag on te manipule, etc., c'est toujours dire en quelque sorte aux jeunes adeptes du complotisme ne crois pas à ces conneries. Le bien, le mal, quoi. Voilà. En fait, c'est entretenir la binarité, c'est entretenir la polarisation. Et c'est précisément ça qui nourrit l'imaginaire conspirationniste. Donc il n'y a rien à faire, il va falloir en sortir. Et pour en sortir, ça nécessite notamment que les politiques, les médias questionnent leurs propres méthodes et leurs propres positionnements. Sinon, on va entretenir tout le temps le même phénomène.